Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la situation explosive en Cisjordanie. Nos envoyés spéciaux Julie Dungeloff et James André se sont rendus à Hébron où les tensions sont montées crescendo depuis le 7 octobre. Nous parlerons également des attaques des rebelles houthis sur les cibles occidentales depuis le déclenchement de la guerre au Proche-Orient. Nous interrogerons notre invité Adel Bakawan, spécialiste de la région. Enfin, les Iraniennes à l'honneur, le prix Nobel de la paix, le prix Sakharov ont été décernés à des Iraniennes en hommage à leur combat. Et on commence donc par ce point sur la guerre au Proche-Orient. L'armée israélienne intensifie son offensive à Gaza. Le camp de Khan Younes, dans le sud de l'enclave, est toujours ciblé par les bombes. L'aide humanitaire rentre très difficilement dans l'enclave. Israël parle d'une guerre qui pourrait durer encore des mois. Et en Cisjordanie, la situation est explosive. Les attaques des colons israéliens contre les Palestiniens se multiplient depuis le 7 octobre. À Hébron, El Khalil, la ville la plus peuplée du territoire, les tensions ont atteint des sommets. Reportage de Julie Dungeloff et James André. Ce matin-là, ces deux Palestiniens sont arrêtés par l'armée israélienne dans le centre historique d'Hébron. Nous les avons filmés se faire ligoter un poteau, mais les soldats nous ont forcés à supprimer nos images. Ce marchand observe cette scène devenue encore plus banale depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, il n'y a plus de loi. Avant, il y avait des fermetures de magasins tous les jours, des insultes, des humiliations et des interpellations, mais on pouvait au moins parler avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils nous traitent avec violence et agressivité. Ils nous terrorisent. La vieille ville d'Hébron est coupée en deux, verticalement. 800 colons israéliens occupent le haut, protégés par l'armée, des miradors et des barbelés. Depuis des années, ces commerçants arabes ont installé filets et grillages pour arrêter les pierres et les ordures jetées par les colons. Ahmad a 20 ans. En tant que jeune Palestinien, il est la cible des intimidations de l'armée. Tous les jours, ils nous interpellent, ils nous attaquent, au moins 3 fois par jour. Hier soir, ils nous ont fouillés avec un ami. Ils nous ont laissé au moins 1 heure sous la pluie. C'était chez nous, ici. Mais ils nous attaquent et ils nous frappent. On essaye de les éviter et dès qu'on voit des soldats, on se cache pour ne pas être frappé. La peur règne et les clients ont déserté le marché. La plupart des commerces sont fermés. Pour comprendre la tension qui règne dans la ville, il faut passer l'un des checkpoints qui gardent ce lieu, le tombeau des patriarches. Selon l'Ancien Testament et le Coran, Abraham pour les uns et Ibrahim pour les autres y seraient enterrés. C'est ce qui a poussé les colons israéliens à revendiquer leur appartenance à cette terre. Ces colonies sont pourtant illégales en droit international. Désinhibés par le soutien sans faille du gouvernement d'extrême droite israélien, les colons affichent aujourd'hui leurs ambitions sans détour. Ce sont tous des terroristes. Même les Arabes qui paraissent les plus inoffensifs sont des terroristes. Donc si on ne les stoppe pas, bien sûr que ce qui s'est passé dans le sud peut arriver ici et n'importe où dans le pays. Mi-octobre, le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, lui-même colon à Hébron, a distribué des milliers de fusils d'assaut aux civils. Issa est membre des Amis d'Hébron, une association locale de défense des droits des Palestiniens qui documente notamment la montée des violences des colons. Sur cette vidéo qu'il nous a transmise, des colons israéliens patrouillent en tenue militaire, forçant des Palestiniens à rentrer chez eux. Issa a lui aussi été arrêté. Pendant 10 heures, j'étais menotté, les yeux bandés, bâillonné même, par des soldats et des colons en uniforme de l'armée, le 7 octobre. Ils n'ont cessé de me frapper, de me torturer, de me violenter sexuellement pendant 10 heures. Moi, qui suis un militant des droits de l'homme, ils me connaissent bien. Issa est convaincu que soldats et colons israéliens profitent de la guerre pour étendre leur présence.
Ça n'a rien à voir avec le maintien d'une quelconque sécurité. Il y a une visée politique. Le but est de faciliter l'annexion de la Cisjordanie par Israël à l'avenir. Ils créent des faits pendant la guerre. Ils profitent de cette guerre pour mal se comporter avec les Palestiniens et les effrayer. Après l'interview, Issa nous quitte précipitamment pour rentrer chez lui. Il doit impérativement passer ce checkpoint avant que l'armée israélienne boucle son quartier pour la nuit. Depuis le 7 octobre, l'attaque du Hamas sur Israël et la riposte israélienne sur la bande de Gaza, de nombreux observateurs craignent l'ouverture de nouveaux fronts dans la région, des fronts menés par ce que l'on appelle les proxys de l'Iran. Mais pour le moment, ce sont les rebelles houthis qui multiplient les offensives. Cette semaine, ils revendiquent l'attaque d'un pétrolier battant pavillon norvégien. Pour en parler, nous sommes avec Adel Bakawan. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et je précise aussi à nos téléspectateurs que vous allez publier un article sur les milices dans la région, dans la revue Confluence Méditerranée. C'est cela ? Absolument, dans les 4 pays, le Yémen, la Syrie, le Liban et l'Irak. Alors justement, on va parler du Yémen plus précisément. Je le disais, depuis le 7 octobre, on s'attendait à ce que le second front s'ouvre au Liban, par exemple, en Syrie ou en Irak. Mais les attaques viennent du Yémen et des rebelles houthis. Pourquoi ? Écoutez, la décision n'est pas encore prise entre Téhéran et Washington sur l'élargissement de la guerre. Au contraire, il y a un accord non déclaré, bien évidemment, entre les deux capitales pour maîtriser l'élargissement de cette guerre-là. En Syrie, on remarque une confrontation quotidienne dans ce que j'appelle les marges. Cette confrontation, cet accrochage se trouve non seulement au Yémen, mais aussi au Liban, mais aussi en Syrie, mais aussi en Irak. Et du coup, c'est le rythme, la fonctionnalité, le sens, le symbolisme est très, très important dans ces opérations, dans les marges. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les organisations miliciennes et la République islamique de l'Iran, même s'ils ne souhaitent pas élargir le front de la guerre, mais instrumentalisent et symbolisent sur la guerre à Gaza. Alors, quelles sont les capacités militaires des rebelles houthis ? Comment sont-ils approvisionnés ? Alors, j'entends tous les jours, on parle des rebelles de Houthis. Je ne sais pas si cette terminologie est encore pertinente. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, les Houthis disposent de l'État yéménite. Ils ont l'État, ils sont l'État. Aujourd'hui, bien évidemment, ils sont soutenus par la République islamique de l'Iran, financièrement, militairement, politiquement, diplomatiquement. Mais il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, les Houthis disposent de l'État yéménite, les institutions de l'État, l'économie de l'État, les mécanismes de l'État. Et l'armée de l'État. Et l'armée de l'État. Donc, ils sont aussi en capacité de déployer des avions de l'État yéménite. Absolument, des avions, des drones, des hélicoptères, des forces, tous les mécanismes d'une armée régulière. Alors, quelles conséquences de leur implication sur le processus de paix au Yémen ? Écoutez, avant le 7 octobre, on était dans la perspective d'une normalisation globale au Moyen-Orient. Il y avait le 10 mars l'accord entre l'Arabie saoudite et la République islamique de l'Iran à Pékin. Il y avait en même temps les accords d'Abraham. Mais depuis le 7 octobre, nous sommes entrés vraiment dans la période de la guerre et non pas de la période de la paix. C'est pourquoi je pense que la perspective de la paix est très très loin, non seulement au Yémen, mais aussi dans la totalité du Moyen-Orient. Alors plus globalement, où en est la milicisation de la région et quelles conséquences aura l'attaque du 7 octobre sur le développement et la radicalisation de toutes ces milices ? Écoutez, encore une fois, un petit rappel avant et après le 7 octobre. Pour moi, la date du 7 octobre, c'est une date de rupture entre deux périodes. Avant le 7, on était dans le paradigme, la perspective d'un retour aux États autoritaires au Moyen-Orient, parrainés par la Chine, la Russie, la République islamique de l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais depuis le 7 octobre, je pense personnellement, tous les indicateurs nous orientent vers ce que j'appelle la consolidation de l'ordre milicien au Moyen-Orient. Désormais, on ne peut plus parler d'un État autoritaire, mais d'un État /milicien.
Et c'est le cas dans de nombreux pays de la région. C'est le cas en Irak, c'est le cas en Syrie, c'est le cas au Yémen, c'est le cas en Libye, c'est le cas déjà au Liban. Autrement dit, les États clés du Moyen-Orient passent désormais vers ce modèle d'État qui s'appelle l'État/milice. Merci beaucoup Adel Bakawan, merci pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, fin connaisseur de l'Irak et que vous travaillez justement sur ces milices qui prolifèrent dans la région. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les femmes iraniennes honorées pour leur combat 2 fois en 48 heures. Le prix Nobel de la paix a été attribué à la militante Narges Mohammadi, détenue depuis 2021 en Iran, puis le prix Sakharov décerné à titre posthume à l'Iranienne Mahsa Amini. Son décès est à l'origine de l'immense mouvement de contestation dans le pays. Ludovic de Foucauld. La famille de Jina Mahsa Amini avait prévu d'assister à la remise du prix Sakharov au Parlement européen à Strasbourg. Mais une interdiction de quitter le territoire iranien lui a été notifiée au dernier moment. Alors, pour accepter le prix, l'avocate de la famille a fait le déplacement pour lire un message de la mère de Jina Mahsa. Un message d'amour qui convoque la mémoire d'une autre femme, Jeanne d'Arc. Qu'il est beau et significatif que ces 2 filles de l'histoire soient ainsi associées à travers les siècles. Ces 2 femmes dont la mort a traversé les frontières et ravivé les aspirations pour l'émancipation et la liberté humaine. Jina Mahsa Amini, jeune kurde iranienne, est décédée à l'âge de 22 ans le 16 septembre 2022, 3 jours après avoir été arrêtée car elle ne portait pas convenablement son voile. Sa mort a entraîné des mois de manifestations contre les dirigeants politiques et religieux iraniens et une répression qui a causé des centaines de morts et des milliers d'arrestations. Mahsa Amini est devenue le symbole de la lutte contre l'obligation du port du voile et son combat, aujourd'hui porté par d'autres, est récompensé en Europe. Le 10 décembre, c'est une autre Iranienne, Narges Mohammadi, emprisonnée depuis 2021, qui s'est vue attribuer le prix Nobel de la paix à Oslo. Cette fois, ce sont ses enfants jumeaux de 17 ans, Ali et Kiana, qui l'ont représentée et lancé à la tribune le slogan kurde qui est devenu l'appel universel à la lutte pour les droits des femmes. Woman, life, freedom. Zan, zendegi, azadi. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.